J'ai l'impression que je suis un grand oral, là. Ah, puis il faut mes lunettes, en plus, parce que vous écrivez en tout petit, hein. J'ai pas mes lunettes. Alors, ça commence bien. Quelle qualité préférez-vous chez l'homme, avec un grand H? Son imaginaire. Je pense que j'aime l'imaginaire humain. Je trouve que c'est extraordinaire euh, c'est extraordinaire cette capacité qu'il a à, à s'inventer des histoires constamment depuis le début, depuis toujours. Je sais pas, il y a des gens qui disent que c'est parce qu'il a mangé des champignons quand il était petit. Et que l'imaginaire humain vient de ces premiers champignons hallucinogènes qui ont fait l'intelligence et l'imaginaire. Je trouve ça très joli. On est tous dans l'imaginaire et quand on est enfant, particulièrement, en fait, on est constamment en fait en train de s'inventer des histoires qu'on joue et puis après plus tard, je te regarde, plus tard on les joue plus ces histoires, on les garde dans la tête et on rêvasse. Et on s'invente des histoires en rêvasserie. Il y a des endroits qui sont extraordinaires pour la rêvasserie, comme par exemple, je sais pas, être dans un train contre la vitre ou dans un bus ou dans une voiture et on regarde le paysage défiler et on part et on s'invente des histoires. Et quand on est adolescent, c'est des histoires souvent dont on est le héros. Quand on est plus gamin, on y va carrément, on est carrément le chevalier et on joue avec son corps. Après, non, quand on rêve d'être gardien de but de l'équipe de France, eh ben, on rêve d'être gardien de but de l'équipe de France en cours de français, ça se voit pas. Hein, on n'arrête pas les ballons en cours de français, c'est juste dans notre tête. Mais il y a quelque chose de tellement somptueux en fait dans l'imaginaire humain qui fait même qu'on peut le partager, puisque moi je travaille sur l'imaginaire, j'ai beaucoup rêvassé quand j'étais gamine. Je me suis même interdite de rêvasserie quand j'ai vu à 17 ans que je passais 8 heures par jour, parfois, à rêvasser et à m'inventer des histoires. Et que des fois, je préférais m'inventer des histoires plutôt que d'aller faire la fête avec les copains. Hein. C'est désespérant, quoi. Donc, j'ai beaucoup rêvassé et maintenant, je rêvasse et j'écris mes rêvasseries. Et les lecteurs, je fais partie des lecteurs aussi, eh ben, ils rêvassent sur ces mots et avec leur propre sensibilité, en fait, leur propre imaginaire. Ils inventent. Et je trouve ça tellement beau, l'imaginaire humain. Voilà. Donc, l'imagination. Ça va. Alors, je vais encore me faire manger la main. Attends. Non, mais quand j'en ai une qui plaît, je la garde longtemps. C'est ça le principe. Comment imaginez-vous les années 2050? Alors, comment je les imagine? Je serai plus là. En fait, tout est dans 2050, c'est dans longtemps, quoi. Ouais, c'est vrai, il y a peut-être une chance, mais en fait, je suis pas sûre d'avoir très envie d'être là encore. Je suis pas certaine. Chez moi, on vieillit pas très bien en général, donc c'est un peu génétique. Donc, je préfère éviter. Et, et 2050, comment j'imagine? Bah, c'est ça le problème, c'est l'imagination, quoi. Donc, je pars dans tous les sens. Donc, je suis incapable de vous dire si ça va être bien ou mal les années 2050. En tout cas, pour toi, je te les imagine merveilleuses. J'imagine des années extraordinaires et on va réussir à être harmonieux. Voilà, c'est ça que je souhaite. Après, j'ai un petit peu peur parce qu'en fait, autour de moi, les jeunes gens qui sont autour de moi, ils sont très pessimistes en fait sur l'avenir du monde, extrêmement pessimistes, et je les comprends. Donc en fait, ils sont très pessimistes. J'ai une jeune femme que j'aime beaucoup et qui, elle, s'est spécialisée dans les phénomènes climatiques extrêmes. Et c'est son travail. Et elle me dit qu'en fait, les phénomènes climatiques extrêmes, il y a un moment où ils sont plus extrêmes, où ça devient normal, le phénomène climatique normal. Et donc, elle m'a expliqué que la canicule, en fait, la dernière canicule, alors je suis nulle en date, mais je crois que c'est 2003, dans le sud de la France. En fait, elle avait 10% de plus de chances de se reproduire tous les 10 fois plus de chances de se reproduire tous les 10 ans. Donc, en très peu de temps, en fait, elle devient un phénomène normal.
Donc c'est sûr que c'est un peu effrayant, hein, quand je les écoute, quand je suis pleine d'inquiétude. Sans compter tous les jeunes autour de moi qui veulent plus faire d'enfants parce qu'en fait, ils ont peur de l'avenir et moi, je suis beaucoup plus âgée et moi, quand j'étais jeune femme, c'était le contraire, en fait. Il y avait cette idée du progrès. Il y avait cette idée que c'était extraordinaire, qu'on allait aller sur Mars, que c'était une conquête, une découverte, ça allait être magnifique. Et non, il y a comme une sorte de frayeur. Donc arriver à lutter contre la peur et arriver à suffisamment fort pour imaginer justement un monde merveilleux en harmonie. Voilà, j'ai envie d'y croire. Est-ce que rêve collectif est synonyme d'apocalypse? Non, alors ce que merci d'avoir lu mon livre. En fait, oui, je parle de rêve collectif d'enfants dans Dors ton sommeil de brute, parce que ce que j'aime beaucoup dans l'idée de rêve, normalement, c'est qu'il n'y a rien de plus intime que le rêve. Le rêve, c'est un espace qui nous appartient exclusivement. Et de façon étonnante même, c'est tellement intime que la plupart du temps, on l'oublie. Enfin, je sais pas vous, comment vous êtes par rapport à vos rêves, mais alors moi, pour me rappeler d'un rêve, pourtant j'essaye, hein, j'essaye, mais j'ai tout le temps l'impression que c'est une sorte de lézard, je lui attrape la queue, il me reste la queue, et encore, elle se dissout entre mes doigts rapidement. Il reste plus rien. Donc de mes rêves, j'ai très très peu de choses. Et ils prennent la poudre d'escampette, donc ils sont tellement, justement, intimes que finalement, moi-même, j'y ai pas accès. Enfin, je les vis, mais après, c'est parti. Donc l'idée d'avoir un rêve collectif, je trouve ça complètement hallucinant. Et pourtant, j'ai souvenir, quand même, de quelques cauchemars, parce que c'est eux qui me restent le plus que les rêves, en fait. Les cauchemars restent et tiennent plus longtemps. Vous aussi? Ça tient plus longtemps, c'est comme si... Et j'ai souvenir de quelques cauchemars, et quand j'ai accouché de mon fils, j'ai souvenir de cauchemars et de m'être réveillée dans la nuit pas bien, et j'ai souvenir de lui qui pleurait. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, est-ce qu'on partage quelque chose? Est-ce qu'il y a, à ce moment-là, une telle fusion entre nous, au tout début, qui fait que peut-être, dans notre sommeil, on se retrouve. Il y a quelque chose comme ça où on partagerait les mêmes rêves. Donc, j'ai travaillé autour d'un rêve collectif que tous les enfants du monde font sur 24 heures. Ils hurlent tous dans la nuit. Ils en font un premier, puis après, ils vont en faire plusieurs. Et c'est vrai que ces rêves, on a un peu l'impression que c'est très incroyable et très effrayant parce que ça commence par un hurlement. Donc, tous les enfants du monde hurlent. Un hurlement, c'est quelque chose qui est pas articulé. C'est pas non, c'est un cri d'alarme. C'est quelque chose dont ils sont incapables de parler, mais c'est une sirène qui s'entend partout. Comme ça. Et on se rend compte que finalement, tous ces enfants, parce qu'il y a 24 heures pour faire le tour de la Terre, et des enfants sont mis en surveillance, en fait, on fait des IRM au Japon pour savoir et tout. On se rend compte qu'en fait, les IRM sont totalement similaires et que apparemment, ces enfants ont eu un rêve commun qu'ils sont incapables de raconter. Et petit à petit, il va y avoir d'autres rêves et des choses vont sortir de ces rêves des enfants. Et c'est vrai que ça ressemble à l'apocalypse. Et c'est vrai que les rêves de ces enfants, ça semble des fléaux, quoi. C'est une catastrophe. Mais après, je vous dis pas comment termine le roman. C'est pas l'apocalypse, c'est autre chose. Et donc, non, le rêve collectif, là, en l'occurrence, c'est peut-être l'apocalypse dans le sens de renaissance, mais pas l'apocalypse dans le sens de fin du monde. Si vous pouviez résoudre un problème dans le monde, lequel choisiriez-vous? Oh non, mais c'est pas possible, on peut pas choisir juste un problème, il y en a tellement. Non, je sais pas lequel choisir. Je dirais pas lequel je choisirais. Je peux pas choisir. La tristesse.
plus de malheur, plus de tristesse, plus de mais du coup, on a l'air d'être Miss France, là, hein, quand on raconte des trucs comme ça. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'essayais de résoudre? Bah, justement ça, voilà, que l'homme vive en harmonie. C'est ça, voilà. Que l'homme arrive à trouver l'harmonie entre les autres hommes, l'humanité, quoi, et puis avec la terre, avec le monde qui l'entoure, que l'être humain qui a des capacités tellement extraordinaires, je pense vraiment, d'empathie. Parce que quelle empathie merveilleuse. Moi, j'adore l'être humain, je trouve fabuleux. Donc, ces capacités d'empathie, ces capacités d'émerveillement, ces capacités d'imagination, ces capacités de sensibilité, tellement sensible. Comment est-ce qu'il peut foutre le bordel comme il le fait constamment? Et comment est-ce qu'il peut y avoir autant de cruauté et de perte justement de cette harmonie? Moi, voilà, ça serait trouver l'harmonie. Ce serait ça. J'aimerais résoudre ça. C'est énorme, hein. C'est un gros truc, hein, l'harmonie. On n'est pas sorti de l'auberge. Bon, après, si Dieu existe, bah décidément. Alors, qu'aimeriez-vous qu'il vous dise après votre mort? Après ma mort, si Dieu existe, qu'est-ce que j'aimerais qu'il me dise après ma mort? Bien joué. Ça, j'adorerais. Bien joué. C'est bon. Voilà. Ça, j'aimerais bien. C'est dit tout. Ça dit tout. Alors, que pensez-vous de cette citation? Créer, c'est toujours parler de l'enfance. Jean Genet. Moi, je pense vraiment, ça, je le pense, hein, que la personne qui écrit en moi, c'est l'enfant que j'ai été. Ça, j'en suis sûre. C'est l'enfant que j'ai été parce que elle était curieuse, avide de plein de choses. Elle était tellement imaginative, tellement folle. Elle était tellement effrayée par toute cette imagination. Je crois qu'elle m'effraie encore aujourd'hui. Elle a eu ses blessures. Elle a bricolé le monde comme elle pouvait pour arriver à être bien, à tenir. Elle aimait follement. Donc oui, je pense que l'enfance, ça joue énormément dans la création, mais je pense que l'enfance, ça joue dans la formation de l'adulte, tellement, quoi. On dit que tout ce qu'on est en tant qu'adulte, ça s'est fait finalement dans nos premières années, qu'on est porteur toute notre vie, en fait, de ce qu'a vécu l'enfant. Les traumatismes, tout ça, c'est là, c'est en nous, c'est incrusté, c'est fort. Et puis je pense c'est comme dans l'enfance, il y a quelque chose de tellement perméable. L'enfant, c'est tellement, il a pas une peau encore bien forte, bien solide. Il est encore, et vous savez, il y a cette tendresse comme ça de la chair enfantine. Il y a quelque chose et tout s'inscrit. Tout s'inscrit. Donc oui, ce qu'on crée, c'est par rapport à l'enfant qu'on a été. Ça, je le pense. Nos colères, nos angoisses, tout ça, c'est l'enfant qui crie, justement. Donc, et puis, ce qui est super beau, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans un roman qui s'intitule La Terre qui penche. J'ai essayé de faire qu'une petite fille discute avec le très vieux fantôme qu'elle est devenue. Donc, j'ai essayé de voir, parce que ça m'intéresse dans le terme d'identité. C'est-à-dire, le terme d'identité, il m'intéresse dans son sens, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est identique en nous du début à la fin? Quelle est la ligne, ce truc-là qui fait que, si je revoyais la petite fille de 3 ans ou de 4 ans que j'ai été, elle se reconnaîtrait en moi ou je la reconnaîtrais et qu'on pourrait se dire on est la même. Qu'est-ce qui, au fil d'une vie, en fait, reste du début à la fin et on y tient. Vous voyez, et on tient notre identité. On est identique à soi-même. Et j'ai fait ça avec La Terre qui penche, où donc cette petite fille, elle vit au présent, ce qu'elle a vécu jusqu'à 12 ans,
et la très vieille âme qu'elle est devenue l'écoute raconter au présent ce qu'elle a vécu il y a très 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 longtemps. Et en fait, elle n'a pas exactement les mêmes souvenirs. Elle se souvient pas exactement. Elle a bricolé tout ça. Donc, et en quoi est-ce que ces deux personnes qui sont la même se ressemblent? Et ça, j'adore en fait. Donc l'enfant, je pense qu'il est là, il reste en nous et qui crée. Et il peut créer à 80 ans. C'est ça qui est magnifique. Il est là, il est niché, il est enquisté et il crée. C'est pas. Alors, quel livre emporteriez-vous sur une île déserte? Alors, quel livre est-ce que j'emporterais sur une île déserte? Je pense que j'emporterais de la poésie sur une île déserte. Je pense que oui, je pense que j'emporterais Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Je pense que j'aimerais emporter parce que je me dis que dans la poésie, en fait, on peut. C'est ce que je faisais quand j'étais jeune fille, en fait. J'avais toujours un livre un recueil de poésie sur moi. Puis dès que j'avais un petit peu de temps, aux toilettes, sur un banc, voilà, je lisais à voix haute un poème. Puis la nuit aussi, parce que la nuit, des fois, je n'arrivais pas à dormir parce que j'avais trop peur ou je me réveillais. Et donc, j'arrivais plus à m'endormir. Et je lisais des poèmes à voix haute. Et je pense qu'avec un poème, on peut le relire. On peut le relire des centaines de milliers de fois, on peut l'apprendre par cœur, mais il révèle toujours quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, quelque chose de plus profond. Donc, ouais, Les Fleurs du Mal, j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que j'ai un petit, en plus, j'ai un vieux bouquin, vraiment très vieux, avec une très vieille reliure, donc des Fleurs du Mal. Et je l'aime, ce livre, et je l'ai déjà emporté sur des îles désertes. Donc, quand j'étais adolescente, je me souviens d'avoir vécu sur un rocher un certain temps, à vivre d'amour et d'eau fraîche avec mon recueil de Baudelaire. Donc, je pense que je apporterai celui-là. Il est déjà parti avec moi, il m'est familier et pourtant toujours nouveau. Une minuscule question. L'écriture est-elle une discipline ? Alors, le problème, c'est que moi, je suis hyper chaotique. Je n'ai aucune discipline. D'ailleurs, à l'école, on me disait déjà un manque de rigueur. Ça n'a pas beaucoup changé. Je ne suis pas du tout rigoureuse. Je suis désolée, je bouge beaucoup pour vous. Hein, ça va, monsieur le caméraman? C'est un peu compliqué. Je sais, c'est-à-dire qu'en fait, on s'enfonce. Donc, il faut... alors, l'écriture, c'est une discipline, mais je pense qu'en fait, ça dépend totalement des auteurs. C'est ça qui est génial, en fait. C'est qu'on est tous différents. Comme on est tous des lecteurs différents, eh ben, on est tous des écrivains différents. Des fois, on lit tous les soirs avant de s'endormir. Parfois, quand il y a certaines personnes qui rentrent dans un livre et qui le lisent d'un seul coup et jusqu'au bout. Il y en a d'autres qui s'arrêtent au chapitre. Il y en a qui... Et ben, l'écriture, c'est pareil. Moi, je connais des gens, ils se lèvent tous les matins à 5h30 du matin, ils commencent à écrire et ils écrivent jusqu'à 8h du matin. Après, ils vont au boulot. Moi, je suis admirative. Quelle discipline. David Vann. Alors, je suis pas très bonne en anglais, hein, mais David Vann, j'aime beaucoup cet écrivain. Et un jour, je l'entendais parler en anglais à une autre autrice, et puis je suis venue écouter et tout, et puis il disait... En fait, en anglais, il disait, j'ai bien compris, hein, il disait de 10h à midi, tous les jours, 600 mots. Waouh! Alors moi, je me suis dit, oh, je m'en vais. On ne va pas s'entendre du tout. Je passe mon chemin. Et puis, je l'ai retrouvé après sur un autre festival et je lui ai dit, ah oui, c'est vous, là, de 10h à midi, 600 mots. Ah, il m'a dit, ah non, mais vous m'avez pas compris, ça. Attendez, il faut qu'on discute. Il m'a dit, c'est 600 mots, mais je ne suis pas psychorigide. C'est tous les jours, mais tous les jours, je m'assois au bord du vide et tous les jours, j'écris 600 mots comme ils viennent. Et tout d'un coup, c'est pas pareil. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est une discipline du chaos. C'est une discipline du jaillissement. C'est une discipline de la folie. Le type, il y va. Et c'est pas, vous voyez, il n'y a pas cet ordre qu'impose la discipline. Il y a une sorte de régularité, de rituel, de besoin de se vider.
tous les jours et il s'arrête à 600 mots. Bon, ça j'ai compté les mots, mais peut-être qu'il les compte après. Je vais pas demander ça. Mais s'il les compte en écrivant, je sais pas. Mais non, je pense qu'il les compte après ou que son ordinateur les compte pour lui. Mais de toute façon, donc il y a ça. Il y a des personnes qui s'enferment. Elles ont 15 jours. Et en 15 jours, elles ont tout bien préparé. Tout est prêt, toutes leurs docs, tout machin. Et pendant 15 jours, ils voient personne. Ils s'enferment et ils y vont. Et ils écrivent un premier jet. Et après, ils envoient leur premier jet à leur éditeur qui lit le premier jet, donne son avis et ils retravaillent, ils font un deuxième jet. Et... Vous voyez? Donc en fait, chaque romancier a sa façon de procéder et c'est même pire que ça. Je pense que chaque roman impose son mode de fabrication. Chaque roman impose quelque chose de différent. Donc, moi qui suis tellement chaotique, chaque fois je me dis, mais comment je vais y arriver? Alors, je sais pas du tout. Je commence en général, alors ma discipline, qui va paraître vraiment, mais absolument pas du tout disciplinée, c'est que très souvent je commence à raconter une histoire. Mais je la raconte là avec vous, par exemple. Je pourrais commencer à vous raconter une histoire. C'est la prochaine, peut-être. Et puis, il y a des gens qui écoutent tellement bien. Il y a des gens qui ont des yeux tellement merveilleux qu'on a envie de continuer l'histoire. On a envie, vous voyez, et on puise dans leur écoute, dans leur façon de regarder, on puise l'histoire pour pouvoir encore avoir droit un petit peu à ce regard-là, qui est tellement beau, quoi, et qui donne envie. Et donc, on continue pour avoir cette relation dans le regard. Vous voyez, c'est un truc. Et donc, je commence comme ça. Et donc, je puise dans ceux qui ont la gentillesse de m'écouter. Je puise la suite de l'histoire que je n'écris pas. Et ça vient, et ça vient, ça vient. Et puis, un jour, je me dis, bon, là, il va être temps d'y aller. Et ça, c'est toujours très inquiétant parce que c'est le début. Donc là, il me faut que j'ai, je sais pas, 2 heures, c'est vraiment la journée. Parce que je me dis, oh là là, est-ce que je vais y arriver? Et là, je me lance. Et j'écris, en général, autre chose. J'écris pas du tout ce que je raconte depuis des années. Ça s'est nourri de tout ça, mais ça bifurque. En général, il y a toujours un accident, un truc qui fait que, qu'est-ce que ça fout là? Ça, c'était pas du tout ce que je voulais écrire. Oh, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave quand même, c'est pas mal. Bon, ah ouais, allez, je le garde. Bon, on verra comment on arrive à rattraper les wagons. Et puis, alors, je suis très contente. Je suis tellement contente d'avoir réussi à commencer quelque chose. Je suis tellement heureuse que je m'arrête. Je veux rester sur le bonheur de quelques pages, de presque rien, où je me dis, mais si je continue là, je vais tarir la source. Là. Là, il faut y aller doucement, il faut recommencer. Alors, je recommence à raconter, tout, Et puis à un moment donné, je me dis, allez, on y va. Je continue. Et puis alors après, tous les accidents sont possibles. Hein. Je veux dire, chaque roman est différent. Du domaine des murmures, c'est l'histoire d'une recluse. Je suis claustrophobe. J'avais absolument pas prévu de rester avec elle sur tout un roman. À la base, c'était un chapitre, 30 pages, pas plus. Elle était bien enfermée dans ces quelques mètres carrés. Elle n'était pas censée être l'héroïne du livre. C'était juste une femme qui racontait son histoire. Et elle m'a complètement débordée. Et en fait, 200 pages plus tard, elle était toujours là, quoi. Et à un moment donné, j'ai dû m'avouer vaincue et me dire, elle n'est plus un chapitre. En fait, elle est l'héroïne de ce livre. Bon, voilà. Donc, c'est mon éditeur qui m'a dit, mais quand il m'a dit, t'en es où, là? Je lui ai envoyé là où j'en étais. J'avais 200 pages d'une héroïne contemporaine. Puis après, il y avait une première femme qui se mettait à parler. C'était Esclarmonde, donc normalement sur 30 pages. Et après, il y avait 6 autres femmes qui devaient parler. Et là, il m'a dit, et les autres? Je sais pas, ils ont peut-être pas grand-chose à dire, les autres. Et il m'a dit, non, mais là, Esclarmonde, elle a tout bouffé. J'ai dit, peut-être. Et donc, en fait, je me suis dit, voilà, c'est l'héroïne, il faut que je lui donne sa place. Et donc, elle est devenue l'héroïne. À chaque fois, c'est toujours une sorte de mystère incroyable, comment ça arrive, comment ça se passe, comment ça s'engendre, comment les personnages... Par exemple, dans Le Cœur cousu, j'ai un personnage qui s'appelle Pedro el Rojo, qui dessine au sol, et
Il essaye de faire un chef-d'œuvre au sol pour son père, qui de toute façon s'en fiche totalement de tout ce qu'il peut faire au sol, parce que lui, la seule chose qui l'intéresse, le père, c'est de faire de cet enfant un coq de combat. Et moi, j'avais prévu qu'il dessinerait au sol son chef-d'œuvre, et que ce jour-là, sur cette scène, en fait, euh, il combattrait un homme beaucoup trop fort pour lui, parce qu'il supporte pas qu'on vienne piétiner son dessin et que le père arrête pas d'envoyer des hommes pour piétiner le dessin, pour le pousser au combat. Et j'avais pensé en fait que Pedro mourrait sur son chef-d'œuvre. J'ai commencé trop contente. Ça s'appelle le chef-d'œuvre, le chapitre. Bon, j'allais tuer Pedro. Ça faisait un moment quand même qu'il m'accompagnait. Ça faisait plus de 10 ans qu'il était là et que mes copines me disaient « Et Pedro, qu'est-ce qui devient après ?» Je disais il meurt. Ah non, pas Pedro, pas Pedro. Je sais, bah si, c'est son destin, il va mourir sur son chef-d'œuvre. Et donc tout était bien prévu et j'allais tuer Pedro. Et ben il m'a échappé. Et c'était vraiment pas pour faire plaisir aux copines. C'était qu'il m'a échappé. Et j'ai trouvé ça extraordinaire qu'il m'échappe. Le personnage qui t'échappe. Alors bien sûr, je suis pas complètement folle, c'est-à-dire qu'en fait le personnage, il a pas une vie en dehors de nous, il fait partie de nous, on l'invente et tout, mais il nous accompagne pendant tellement longtemps et tout d'un coup, il s'échappe. Je ne sais plus du tout quelle était la question. Vous vous rappelez, vous? À la discipline. Ah ben voilà. Donc, vous voyez, je suis totalement indisciplinée. Mais ce qui est certain, c'est qu'au fil du temps, plus j'avance dans l'écriture d'un roman, et plus le roman prend de place. Vous voyez? Et plus il est là constamment. Et puis, alors, pour vous avouer aussi quelque chose, là, sur la fin du roman que je viens d'écrire, j'ai passé plus d'1 mois enfermée. Enfin, non, enfermée. Mais je ne sortais pas. J'étais chez moi, je sortais pas, j'étais toute seule. Et en fait, je venais de perdre ma mère. Et c'était tellement bien, pas d'avoir perdu ma mère. Mais c'était tellement bien d'avoir le roman. C'était tellement extraordinaire. Ça amortit, mais tellement tous les chocs, quoi. C'était tellement fantastique de passer ce mois avec ces personnages dans cet écrin vert, dans ma cahute. Non, c'était magnifique, quoi. Donc en fait, là, c'est pas une discipline, c'est Un art de vivre. ouais. Ben maintenant, je crois que j'ai compris ça. J'ai compris qu'en fait, avant, je disais que c'était juste un plaisir et pas un besoin d'écrire. Mais là, j'ai compris que l'écriture, c'était quand même une chance extraordinaire pour faire de tout ce qui peut nous arriver, tout ce qui est absurde, tout ce qui... Bon, la mort, c'est pas absurde, mais ça le paraît. De la tristesse, de la peur, de l'angoisse, des douleurs, et de tout d'un coup de pouvoir bricoler les choses et par la force de la langue, de ligoter la douleur par la grammaire, et par l'imaginaire en fait, d'avoir cette possibilité extraordinaire de sublimer, je sais pas, ou en tout cas que ça soit pas, de rendre les choses cohérentes. Voilà. Et que le roman, c'est une façon, dans l'écriture, de rendre l'absurde cohérent, tout d'un coup, et harmonieux. C'est un peu ça. Donc cette discipline-là, encore de l'harmonie, parce que je suis dedans, là, je me sens super harmonieuse. Alors, une autre question, ça va, j'ai envie que vous m'en posiez vous, parce que je me sens toute seule à me poser les questions, à faire les réponses. Qu'est-ce que vous détestez par-dessus tout? Que les gens que j'aime aient mal? Que les gens que j'aime souffrent? Je pense que, voilà, que les gens souffrent d'une façon générale, bien sûr, mais alors quand on les aime, c'est encore pire. Je pense que c'est ce que je déteste par-dessus tout. Voir les gens que j'aime souffrir. Avec quel écrivain décédé, ressuscité pour une soirée, aimeriez-vous boire une bière au coin du feu? Alors, ressuscité pour une soirée, décédé, ressuscité pour une soirée, avec qui est-ce que j'aime? Ah ben j'aimerais bien, c'est toujours le même en fait, c'est chiant. J'aimerais bien... non, je vais changer. Cette fois-ci, j'aimerais bien Victor Hugo quand même, hein. Victor Hugo, ça m'amuserait vraiment de le rencontrer parce que je pense que
il a eu une vraie vie, tout en écrivant une œuvre absolument colossale, et que je pense qu'on devait quand même bien s'amuser avec Victor Hugo, je pense. Donc, je pense que c'est un bon vivant. Parce qu'il y a des gens que j'aime beaucoup, mais avec lesquels, enfin, j'aime beaucoup lire, mais avec lesquels j'aurais pas forcément envie de passer une petite soirée au coin du feu, avec lesquels on a l'impression qu'on va pas beaucoup s'amuser, quoi. Qui vont au bout de 2 minutes, en fait, nous laisser en plan, aller écrire dans leur coin avec leur discipline. C'est un peu. Donc, quelqu'un qui est capable de faire tourner les tables pour essayer de discuter avec sa fille Léopoldine, quelqu'un qui est capable de rencontrer Shakespeare, justement, en faisant tourner les tables, quelqu'un qui est à la fois politique, tellement talentueux, dramaturge, poète, romancier, fou d'amour. Ouais, je pense que j'aimerais bien quand même. Voilà, lui, j'aimerais bien. Je pense que c'est vraiment un sacré bonhomme, quoi. Il y en a deux. Il y en a deux, il y en a deux. Alors, d'où est venu ce titre? Là, voilà la question à laquelle j'ai failli répondre avant. Donc, d'où est venu ce titre, Dors ton sommeil de brute? C'est vrai que c'est pas grammatical. Parce que normalement, on dit dormir d'un sommeil de brute. Là, dors ton sommeil de brute. Et pourtant, c'est tellement plus beau. Dors ton sommeil de brute que dors de ton sommeil de brute. Tout d'un coup, il y a une sorte de t'as bégayé un peu. Et c'est moins percutant. Alors que dors ton sommeil de brute avec les dentales et tout, il y a quelque chose de tellement fort. Et je l'ai volé. Je l'ai volé à Baudelaire, justement. Je l'ai volé dans le vers entier, c'est « Résigne-toi, mon cœur, dors ton sommeil de brute ». Et je trouve ça, moi, ça m'émeut. C'est dans un poème qui s'intitule « Le goût du néant ». Et vous entendez le double sens, le goût du néant. Le goût du néant, c'est à la fois la saveur sur la langue, la saveur du néant, saveur du vide, de l'anéantissement, du néant. Quel goût ça a. Et le goût du néant, c'est à la fois aussi l'attrait pour le néant. Et c'est un poème vraiment autour de la dépression. Hein, c'est vraiment. Et moi, je l'ai pris comme le goût du néant, ce goût du néant que peut avoir l'être humain. Justement. C'est avec toutes ces qualités dont je vous parlais au début, et c'est ce défaut incroyable qui est cet attrait qu'il a pour l'anéantissement. Cet attrait fou qu'il a pour la destruction. Ce truc, pour cette intensité, sans doute, de l'anéantissement. Sur cette... Donc, j'ai utilisé ça. Et puis, je trouvais que c'était intéressant parce que c'est sur le sommeil. Donc, il y a beaucoup question du sommeil. Parce que moi, je suis assez insomniaque. Et puis, je me suis inquiétée à un moment parce que vraiment, je dormais très, très, très peu. Donc, je me suis dit, oula, qu'est-ce que ça va faire sur moi? Puis ma maman, elle était Alzheimer à la fin. Alors, j'avais lu qu'il y avait une relation, et elle avait été très insomniaque. Il y avait une relation entre l'insomnie et la maladie d'Alzheimer. Donc, je me disais, oulala, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que dormir 1h20 par nuit, c'est possible? Est-ce que je peux continuer comme ça à me réveiller au bout d'1h20 et pas me rendormir? Ça, j'ai fait ça pendant tout le premier confinement. Et donc, je me suis renseignée sur le sommeil. Et puis, c'est magnifique parce que c'est un territoire tellement riche, tellement... Ça dépend aussi des cultures, en fait. Le sommeil, c'est chargé de tellement de choses. Il y a tellement de spiritualité aussi dans le sommeil, avec toutes ces histoires de prophètes, de prophéties. Il y a plein de choses. Je trouvais ça fascinant, justement. Et puis, de toute façon, beaucoup plus médical, en fait, de beaucoup plus savoir quel est le cycle du sommeil, les différents stades de sommeil le sommeil léger, le sommeil profond, le sommeil paradoxal, ça dure 1h30 un cycle comme ça, et puis après, ça se reproduit dans la nuit, et le sommeil paradoxal gagne de plus en plus de temps. Le sommeil paradoxal, c'est le sommeil où on est immobilisé, totalement paralysé, on ne peut plus bouger. Peut plus bouger. Des fois, il arrive qu'on se réveille et qu'on ait la sensation d'être paralysé. Ça vous est jamais arrivé, ça? Parce que moi, je me suis déjà réveillée et avec une sorte d'incapacité de bouger. Et puis, ça passe très vite. C'est la paralysie du sommeil parce que notre corps croit encore qu'on est
dans le sommeil paradoxal. Et dans le sommeil paradoxal, rien ne bouge. On n'est pas somnambule en sommeil paradoxal. C'est pas possible parce qu'on est immobilisé. Il y a que les yeux. Les yeux, et ça s'appelle justement le REM, sommeil REM. Donc, c'est sommeil, en fait, avec les mouvements rapides, eyes movement. Donc, les yeux bougent comme ça, mais il n'y a que les yeux qui bougent. Le reste du corps ne bouge pas. Il est paralysé. C'est fou. Et c'est le sommeil qui est une gabegie d'énergie absolument incroyable parce qu'en fait, il ne repose pas du tout parce que notre cerveau est à l'état d'éveil, comme si on était éveillé. Et c'est le grand sommeil des rêves. On rêve à d'autres moments. Mais les rêves les plus élaborés, les plus longs, les plus incroyables se réalisent pendant le sommeil paradoxal. Donc, en fait, je me suis dit, je dors 1h20. Mais ça veut dire que j'évite le sommeil paradoxal. Mais qu'est-ce qui se passe dans mes rêves que je veux éviter à tout prix? Et donc, je me suis dit, il doit y avoir un autre monde. Bah, évidemment, en sachant que c'est pas vrai, ou peut-être, j'en sais rien. Mais j'ai commencé à imaginer qu'il y avait un autre monde et que dans cet autre monde, en fait, moi, j'y allais très, très peu parce que ça se passait pas très bien pour moi. Donc, j'essayais d'éviter cet autre monde. Et voilà, donc j'ai commencé à travailler autour du sommeil voilà, ça m'a permis de partir sur ce roman. Mais ce que j'aimais aussi, c'était cette idée qu'il y a deux grandes expressions. Il y en a deux personnes qui dorment très bien. La brute, dormir d'un sommeil de brute, et l'autre, c'est qui? Alors, c'est le troisième, c'est vrai. C'est le troisième, mais il y en a un autre qui dort bien. Ouais, le juste. C'est dormir du sommeil du juste. Et donc, en fait, le juste, mais il y a le bébé, tout à fait, il est là aussi, il y a mes enfants. Mais le juste et la brute, ils dorment très bien. En fait, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de culpabilité. Ils sont coupables de rien. Le juste, il n'a rien à se reprocher. Et la brute, elle ne se reproche rien. Donc, de toute façon, les deux, c'est extraordinaire. C'est un sommeil profond, magnifique, merveilleux. Dormir de... Bon, alors moi, j'ai choisi la brute. Mais le juste, c'est intéressant aussi. Ah, elle est typique de Trouspe. Alors, si votre maison brûle, qu'aimeriez-vous laisser brûler? Pas mal, hein, ça. Hein, c'est pas mal. Hein. Alors, si ma maison brûle, qu'est-ce que j'aimerais laisser brûler qu'est-ce que j'aimerais laisser brûler dans ma maison? Oh là 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 là. Bah, en fait, j'aime tout. Alors, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que j'aimerais laisser brûler? Je suis en train de réfléchir. Hein. Qu'est-ce que je pourrais laisser brûler dans ma maison? Toutes mes vieilles sapes que je garde parce que j'arrive pas à les quitter. Tous mes trucs, alors, bon, il se passe aussi que c'est aussi familial. En fait, il y a beaucoup de choses que je devrais laisser brûler dans la maison. En fait, je n'arrive pas à jeter. Je ne sais rien jeter. Donc, c'est impossible. Je garde tout. Le moindre petit cœur dessiné par une lectrice je les garde parce que je me dis, oh là 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 là, mais c'est pas possible. Non, mais j'ai eu des cœurs, vous pouvez pas vous imaginer, mais c'est magnifique. Et puis, les paires de chaussures, parce que ma grand-mère, elle me disait, on ne jette pas les chaussures, Carole. On ne jette jamais ses chaussures. C'est très important d'avoir des chaussures. Le jour où on n'en a plus, eh ben, je peux te dire qu'on peut plus marcher. Donc, et ma grand-mère, elle a gardé toutes ses chaussures. C'était tellement précieux, des chaussures. Donc, je jette pas mes chaussures. Je jette pas mes vieux habits parce que j'ai vécu des choses avec. Je les aime. Je les jette pas. Je jette pas les vieux habits de mes parents parce que c'est comme leur peau. Et je me dis, ah ben non, il faut que je garde. Donc, je garde, j'ai des tonnes de choses, mais des monticules de choses. Et mon père, il avait un syndrome de Diogène. Donc, en fait, il est parti et j'ai eu mais vous pouvez même pas vous imaginer, ça a été terrible. Mais ça a été terrible parce que pour une fille qui est incapable de jeter, de ne plus pouvoir entrer dans un appartement parce qu'en fait, on peut pas passer tellement il y a de choses, mais de choses de n'importe quoi. Hein. Bon, alors les sacs plastiques, c'était facile à jeter. Alors, il y avait des tonnes de sacs plastiques, des tonnes de bouteilles, des tonnes de trucs. Donc ça, je pouvais. Mais en fait, il y avait plein de choses et plus je m'enfonçais et plus profondément, j'avais des choses du passé, donc qui étaient recouvertes. Et donc, je tombais sur des choses qui m'appartenaient quand j'étais enfant et qui étaient là et qui étaient... il fallait
euh, euh, arriver à pénétrer pour arriver jusqu'au fond, parce qu'il avait recouvert ça de tas de souvenirs d'autres personnes, parce qu'en fait, il allait dans il allait aux puces, et tous les samedis, dimanches, il revenait avec des tas de trucs qu'il avait récupérés des puces et qui n'étaient pas ses souvenirs à lui. Et c'était des trucs qu'il accumulait, et ma mère, elle en pouvait plus. Et donc, tout était recouvert par le souvenir des autres. Il y avait des tonnes de trucs. Et donc, il a fallu que je jette, mais j'en ai gardé quand même beaucoup. Donc, je pense que si la maison brûle, ça serait quand même un bon combustible. Et peut-être que j'arriverai à me débarrasser d'un certain nombre de choses dont je suis incapable de me débarrasser. Voilà, si ce n'est par l'écriture.